et bienvenue à cette rencontre avec Ayordal. Mais avant de commencer, il faut que je vous explique une toute petite chose. Oui, j'ai peut-être été la personne qui a le plus interviewé cet homme. J'ai peut-être été une de celles qui a le plus écrit sur son travail. Mais maintenant, je suis aussi la personne qui partage sa vie. Donc c'est une situation un peu rigolote de se retrouver comme ça à vous le présenter. Donc voilà, je vous présente Ayordal, écrivain et homme de ma vie. Waouh, c'est le côté homme de sa vie que j'aime beaucoup. Et donc, dans la vie d'Ayordal, il y a, dès le départ, deux choses très importantes. Une culture politique et une culture littéraire. La culture politique, je pense que je la dois essentiellement à mes parents et particulièrement mon père, qui était quelqu'un d'extrêmement engagé, anarcho-syndicaliste, qui nous a traînés, moi et mes frangins, toute notre enfance, d'un pays à l'autre. On a visité toute l'Europe, mais c'est une Europe que ne connaissaient pas à l'époque mes collègues de l'école, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'en fait, on allait en Pologne, on allait en Bulgarie, on allait en Russie, en URSS, on allait en Allemagne de l'Est, on allait, voilà. Et il a toujours eu envie que je devienne celui qui ferait la révolution, parce que lui, il n'avait pas les couilles pour le faire, quand même. Et quel était l'autre mot? Livre. Ah, les livres. Mon père avait une collection absolument extraordinaire de bouquins. C'est toujours le même. Putain, heureusement qu'il est mort, sinon il prendrait ça pour un hommage. Tu vois. Il avait une petite collection de livres, donc c'était la deuxième plus grosse collection de science-fiction en Europe, derrière celle de Pierre Versin. Mais ce n'était la science-fiction n'était qu'une partie des bouquins qu'il y avait à la maison. Et il m'a, plus qu'à mes frères, donné la possibilité de piocher à chaque fois ce que je voulais dans la bibliothèque. J'ai lu des bouquins probablement beaucoup plus tôt que d'autres, et peut-être que j'aurais pas dû les lire à ce moment-là, parce que je n'étais pas tout à fait mûr pour le faire. Mais c'est passé comme ça. 90% de la bibliothèque était en français, il y avait 10% en anglais. Si je rajoute des pourcents, on va dépasser les 100%, donc c'est bon. Et quels sont, puisque tu as passé tout ce temps-là à lire et à réfléchir, quels sont les auteurs qui ont fait de toi un écrivain? Je pense que je ne sais pas si tous les 5 ans on me pose la question et tous les 5 ans je donne une réponse différente, mais il y a toujours un truc qui est fondamental, c'est Norman Spinrad. Donc, vous avez la chance de le rencontrer ces jours-là, il est ici, vous pouvez discuter, vous pouvez lire ses livres, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Norman Spinrad m'a appris que quand on avait quelque chose à dire, il fallait le faire, quelle que soit la façon dont on le faisait, même si c'était en s'éclatant de rire, même si c'était en faisant pleurer aux larmes. Donc Norman Spinrad est mon premier moteur d'écriture, pas d'écriture, d'écrivain. Dans l'écriture, il y a John Varley, qui est quelqu'un qui a énormément compté, et il y a Frank Herbert, alors que idéologiquement nous ne sommes pas tout à fait du même bord, vous voyez. Mais Frank Herbert a fait quelque chose d'extraordinaire, il a libéré la science-fiction écrite par des hommes de tout machisme. Et ça, pour moi, c'était une révolution. J'ai lu ça en 69, je crois, et ah oui, parce que je suis vachement hyper vieux au fait, j'ai oublié de vous dire. Non, personne ne s'en rend compte, mais je suis né en... Oula, c'est simple, même Laurent Well n'était pas né. Oh, c'était une escalope pas née. Il y a d'autres auteurs qui m'ont énormément marqué. Il y a Jean-Paul Sartre, il y a Aragon, il y a Camus, il y a... Ah, zut, je viens de bouffer son nom. Et bien là, oui, ben, du coup, si j'ai bouffé son nom...
En fait, une phrase m'a énormément impressionné quand j'étais, je sais pas, je devais avoir, la première fois que je l'ai lu, 13 ans, 14 ans. La fonction de l'écrivain est de faire en sorte que nul ne puisse ignorer le monde et que nul ne puisse s'en dire innocent. Je l'ai déjà dit des milliers de fois, c'est une phrase de Sartre, mais que tout ce que je lisais avant était déjà contenu dedans. Dans Camus, c'était clair. Dans André Gide, voilà, c'était André Gide que j'ai oublié. Et j'oubliais Anatole France et j'en oublierai plein, en fait. Des gens qui ont construit l'auteur, non pas en tant que personnalité, mais en tant que... si j'ai quelque chose à écrire, autant que j'ai quelque chose à dire, et puis il y a tellement de gens qui l'ont fait bien, il faut que j'aille moi aussi le faire le mieux possible. J'en ai des gars. Et puis vient le moment de l'écriture du premier roman et la publication de ce premier roman. Et une rencontre avec une dame importante et particulière. Allez, je vais essayer de le faire dans l'ordre. J'ai jamais pensé devenir écrivain. J'ai toujours écrit. En fait, c'était mon mode d'expression. J'étais timide, je ne parlais pas. Je parlais pas à mes copains d'école, je parlais pas à mes parents, donc j'envoyais des courriers. Des tout petits courriers, hein, 20-25 pages, pour faire rien, que dalle, quoi. Bon, c'était tout à fait pratique. À partir de l'âge de 12 ans, ça a été extrêmement pratique pour draguer, par exemple. Tu vois, c'était un truc qui était bien, mais devenir écrivain, ça m'est jamais venu à l'idée. J'ai fait tout un tas de choses complètement stupides dans ma vie, dont travailler au marketing chez L'Oréal. Je dis pas, là, non, je vais corriger, pas stupide, mais méprisable. Et d'autres absurdités. Et puis un jour, je me suis posé la question, je ne voulais plus monter une boîte moi, je ne voulais plus travailler pour qui que ce soit. Et il y a une amie, Betty, qui m'a dit, bah, écoute, depuis le temps que tu nous fais chier avec tes courriers de 45 pages, il faudrait peut-être que tu songes professionnellement à faire quelque chose avec ça. Parce qu'éventuellement tu sais faire. Donc j'ai essayé. Je me suis lancé, mais avec une naïveté exceptionnelle. Quand je dis une naïveté, je devrais corriger. Au-delà du fait que mon père avait une collection de bouquins absolument exceptionnelle, c'était aussi, il ne se passait pas un mois sans qu'il y ait un auteur à la maison. J'ai rencontré avant l'âge de 10 ans des inconnus, Michel Jury, Pierre Pelot, Philippe Curval. Non, si je me mets à citer les anglo-saxons, on n'en finira plus parce qu'il passait. Mon père organisait des festivals, faisait des trucs comme ça. Donc, mais moi je pensais pas écrire. Et quand je me suis mis à écrire, ça a été avec cette naïveté de bah oui, bah, les autres l'ont fait, je vais le faire. J'écris, ça va être publié. C'est normal, hein. Ouais, tu vois, tout le monde a envoyé un manuscrit, tout de suite, immédiatement, il a été publié. Et pardon, je corrige. On publie un manuscrit sur 1 million. En fait, 900 et quelques millions. Soyez rassurés. Mais j'étais tellement naïf que pour moi, c'était « Ah, c'est mon nouveau métier. Ouais, je suis écrivain. » Et là, je suis tombé sur une nana exceptionnelle, comme le disait Sarah, qui à l'époque était la directrice de la collection Anticipation chez Fleuve Noir. Tu vas me rappeler Nicole Ibert. Oui, j'ai pas la mémoire des noms, je suis désolé, les noms propres. Voilà. Et Nicole Ibert m'a dit, ouais, c'est vachement bien ce que tu fais, mais on peut peut-être essayer de travailler un petit peu maintenant. Hein, t'es gentil, t'écris des trucs, tu lâches brut de fonderie des choses, mais pour que réellement ça soit lisible par tout le monde, il va falloir qu'on crée des filtres. Par exemple, tes longueurs de 200 pages de description, ça on peut peut-être les enlever. Bon, éventuellement, ou tes 25 pages de délire politique d'affilée, parce que tu es sûr qu'on ne peut pas le réduire en 2 lignes. Voilà. Elle m'a tout appris, Nicole, et j'ai eu la chance, au-delà de Nicole, de rencontrer par la suite Marion Mazoric, au Diable au Vert, qui m'a permis de prolonger le travail. J'ai eu la chance d'avoir 3 véritables éditrices d'affilée, des gens qui aimaient ce que j'écrivais, qui aimaient ma personnalité, qui tenaient compte de ce que j'écrivais et de ma personnalité pour que tout colle, mais que ça fasse pas chier le lecteur. Et c'est peut-être pour ça qu'une fois, j'ai vendu 2 bouquins le même jour.
c'est aussi la période des rencontres. Dans le milieu, la première fois où tu as rencontré Norman Spinrad, la première fois où tu as rencontré Jean-Claude Dugnac, par exemple. C'est le même jour. C'est le même jour. On m'a collé bêtement un prix sur un bouquin, c'était Domaine Oasis, je crois, et du coup, Fleuve Noir organise une fête pour arroser ça. C'était la première fois qu'un auteur du Fleuve Noir avait compris l'imaginaire. Donc ils organisent une fête, ils font venir tout un tas de gens. Donc du coup, je rencontre Jean-Claude Dugnac, que je n'avais jamais vu, je le lisais, j'adorais ce qu'il faisait. Et tout à coup, il y a cette espèce de Toulousain qui arrive, et il avait presque le foie gras aux lèvres et les magrets de canard, et on est devenus amis en 2 magrets de canard. Et puis derrière, il y avait un pot immense organisé avec que des gens que je ne connaissais pas, parce que jusque là je me le cachais, et que des gens que je ne connaissais pas, vraiment, hein. Il y avait Jean-Marc Ligny, il y avait Roland Wagner, il y avait Michel Pagel, il y avait Laurent Jeunefort, il y avait plein de gens. Et puis à un moment donné, mon éditeur me tape sur l'épaule. Ah, je suis obligé de le faire de l'autre côté parce que cette épaule a tendance à sauter à chaque fois que je la touche. Il me tape sur l'épaule et il me dit « Tiens, je voudrais te présenter quelqu'un ». Je me retourne et il me dit « Norman Spinrad ». Je n'ai plus pu dire un mot pendant 3 heures. Norman Spinrad. Le type qui m'a amené à écrire, qui m'a pas amené à écrire, mais qui m'a amené à devenir l'écrivain que j'étais. Le type qui avait une conscience politique, un engagement tellement fort qu'il était obligé de quitter les États-Unis pour s'installer en France de façon à être protégé d'un certain nombre de mecs qui voulaient le descendre. C'est des scientologues. Jamais Norman n'osera l'avouer, mais si sous la torture. Ou 2 scotch. Voilà. Et c'était j'étais un jeune auteur, hein, c'était mon 3e roman où vraiment j'étais tout jeune, et puis en plus je me cachais du milieu, et je me retrouve face pour moi, l'un des plus grands auteurs du monde. Et ce type a eu une gentillesse. Enfin, il m'a laissé d'ailleurs me taire. Bon, ce qui était normal, je taire. Ah, donc là, normalement, tu appelles les pompiers pour qu'on envoie en hôpital psy. Donc il a été gentil, il m'a pas envoyé un hôpital psy, mais il est revenu me voir le lendemain en dédicace dans un petit salon perdu dans cette ville ridicule qu'on appelle Paris. Tout petit Paris. Vous connaissez Paris? Vous avez déjà vu Paris? Vous avez vu comment c'est fait Paris? Voilà. Alors dans Paris, il y a des trucs, et des moments on organise des salons. Paris, 10 millions d'habitants, avec l'agglomération autour. Le salon, 12 mecs. Et Norman Spinrad est venu me voir et m'a dit, bon, on oublie pour hier, hein, t'avais l'air un peu ridicule quand même. Et maintenant, je voudrais que tu me racontes ce que tu écris, parce que manifestement je t'ai impressionné, je ne comprends pas pourquoi. À l'époque, il avait sorti des bouquins totalement anodins, genre Doc Jabaran, donc Jacques Baron et l'éternité. Je vais vous faire les titres en français. La Grande Guerre des Bleus et des Roses. Rêve de fer. Enfin, 3 fois rien. J'étais juste un des meilleurs auteurs du monde. Et il m'a appris à devenir, non pas quelqu'un de modeste. Vous voyez bien que je ne suis pas très très modeste, mais j'écris. Ah oui, c'est bien. Moi aussi. Et c'est aussi la période où tu as rencontré quelqu'un qui au départ a été un ennemi et est devenu plus tard à la fois un frère et un ami. Mon frère jumeau. Alors mon frère jumeau, je voudrais juste te dire, au cas où il y a des gens à qui ça échappe, je voudrais juste te dire, c'est aussi le grand frère de Sarah. Il s'appelle Roland Wagner. C'est quelqu'un qui, d'entrée, m'a détesté. Mais il m'a détesté, hein, grave, et il me l'a dit en face. Tu fais chier. T'arrives, t'écris des mots, et tes mots se vendent, alors que les miens, je les écris, je les chiale, ils sont vachement mieux que les tiens, et ils se vendent pas. Ah. Et il m'a fait les pires coups pendables. Il a commencé par faire courir le bruit que j'étais une femme. C'est pendable. Non? C'est une insulte, tu trouves? Eh bien,
franchement, j'ai eu beaucoup mal aux fesses. Et Laurent n'y est pas pour rien. Non, il aimait bien raconter des histoires sur moi et qui étaient des histoires fausses. Donc faire croire que j'étais une femme, faire croire que j'étais stalinien aussi. Alors ça, j'ai adoré. Stalinien, ça c'est franchement faire le truc. Waouh, tu te sens tout de suite à l'aise quand tu es un art de te faire tester de stalinien. Et puis il m'a jalousé pendant quelques temps et il me l'a avoué. Un jour, je lui ai dit, Roland, ça serait bien que tu arrêtes de faire courir des bruits. Il m'a regardé, il m'a dit, ouais, t'as peut-être raison, maintenant ça suffit, quoi. Et pourquoi t'as fait ça? Et Roland m'a regardé, les yeux dans les yeux, me dit, j'étais jaloux. Waouh! Oh, un mec qui ose te dire ça en face et qui dit, bon, bah maintenant on fait comment? Parce qu'il faut que je rétablisse la vérité. Voilà. Et en fait, il a trouvé un moyen génial de rétablir la vérité, parce qu'à l'époque, il travaillait pour plusieurs journaux, il faisait des critiques littéraires et il a encensé mes bouquins. Je voulais juste vous dire, chaque fois que je parle de Roland, j'ai un peu les larmes aux yeux, mais c'est normal, c'est, comme je le disais, c'est mon jumeau, c'est le grand frère de Sarah, c'est le grand frère de beaucoup d'entre nous, c'est quelqu'un qui nous a tous aidés à entrer dans le milieu. Il y a eu un moment où on était des jeunes auteurs, tout seuls, perdus, paumés, et Roland tout tapait dans l'épaule, il dit, allez, viens, parle-moi de ton truc, voilà, c'est rigolo, ah ouais, ça me rappelle machin, et ça partait, et tu devenais aussi important que des gens comme Norman Spinrad, par exemple. Mais toi, ce n'est pas Roland qui t'a pris par la main, ce n'est pas les écrivains qui t'ont pris par la main, ce sont plutôt les illustrateurs. Gilles Francescano, encore quelqu'un qui est ici. Il s'est passé un truc bizarre. Sur mon premier roman, en fait, qui a été découpé en 4 tomes pour être publié au Fleuve Noir dans les créneaux du format anticipation, on m'a collé un illustrateur d'office sans rien me demander. On a corrigé mes bouquins sans me demander de repasser derrière la correction. Enfin, voilà, il y a eu tout un tas d'aventures. Mais Gilles Francescano, ça a été immédiat. Quand j'ai vu la façon dont il interprétait mon travail, waouh, oh, ce mec, il comprend tout à ce que j'écris. Et puis on s'est rencontrés, allez, quelques mois après sa première illustration. Il venait à Lyon, et il venait à Lyon à l'époque, j'habitais dans la région lyonnaise, et je reçois un coup de téléphone d'un mec qui me dit, vous me connaissez sûrement pas, je m'appelle Gilles Francescano. Putain, Gilles, bien sûr que je sais qui tu es. T'es le type qui illustre mes bouquins et qui les fait vivre. Parce que, quand je dis qu'il les fait vivre, ah ouais, je vais être obligé de me vanter, là, ça va faire mal, on va faire autrement. J'ai eu des résultats de vente qui étaient un petit peu particuliers. Je vendais beaucoup plus que les autres à l'époque au Fleuve Noir. Et Nicole Ibert, l'éditrice, m'a dit, bah écoute, ça peut pas venir de tes bouquins, toujours à dire, t'es un auteur, ok, mais faut quand même pas que tu te la pètes. Ça peut pas venir de tes bouquins, donc c'est forcément l'illustrateur. Et ben oui, c'était forcément l'illustrateur. Et Gilles m'a suivi pendant des années. Tant qu'on a pu travailler ensemble, on l'a fait. Il a fallu parfois se battre avec les éditeurs pour que ce soit Gilles qui m'illustre. Et puis aujourd'hui, j'aimerais encore que Gilles m'illustre, et il m'a fait une illustration, et la plus belle que j'ai eue depuis des années et des années. C'est La Troisième Lame, qui est sortie chez ActuSF en mars 2013. Gilles m'a refait une illustration, ça faisait des années qu'il n'avait pas pu en faire, parce que les éditeurs nous interdisaient de travailler ensemble, et je suis tombé sur le cul. Non pas par l'illustration, qui en elle-même est un petit chef-d'œuvre, mais parce que je l'ai vu en un tout petit peu plus grand. Et c'est magnifique. Et rencontrer, on a essayé de travailler ensemble aussi comme, voilà, je faisais le scénariste et il aurait fait la BD. Et on a passé des semaines, vraiment des semaines, hein. On s'excluait de nos compagnes réciproques à l'époque, et puis on essayait de créer une histoire ensemble. Et il avait, moi j'ai pas d'imaginaire visuel. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des auteurs qui ont osé vous l'avouer, parce que tous les auteurs présents aujourd'hui là sont comme ça. On n'a pas d'imaginaire visuel. C'est pour ça que certains ont tendance à faire trop de descriptions. C'est parce qu'ils, comme ils n'ont rien en tête, il faut qu'ils mettent des mots sur les trucs. Moi, j'ai rien en tête et je m'en fous. Par contre, quand Gilles
mettait en image une phrase, un dialogue, n'importe quoi, c'était « Ah ouais, mais c'est exactement ça que je voulais dire ». Gilles, tu m'entends? Gilles, t'es mort. Mais tu es pas seulement un écrivain parce que Norman Spinrad, parce que tout ce que tu as lu, parce que tout ça. Tu répètes très souvent, y compris à la télévision belge, que tu écris parce que tu ne sais pas parler. Oui, ben, vous avez bien compris en m'entendant, je ne sais absolument pas parler, je maîtrise pas le langage oral. C'est-à-dire que je suis incapable de maîtriser mon langage oral. Je ne peux pas le maintenir dans un même niveau stylistique, dans un même niveau de langue. Je ne sais pas faire. Par écrit, je fais absolument ce que je veux. Oralement, c'est une petite catastrophe. Par contre, je suis fondamentalement quelqu'un, on m'a traité d'engagé, ce qui est complètement ridicule, parce que ça me déprime. Je suis largement au-dessus de ça. C'est pire que ça. Vous ne pouvez pas savoir à quel point quand il y a un truc qui me fait chier, etc., je lui rentre dedans, j'y vais, j'engage ma vie, mon fric, ma compagne, et on y va, quoi. Et boum. Il est prêt à me vendre, parfois. Combien? Toi, tu fais gaffe, tu couches dans notre chambre cette nuit. Je pourrais y avoir gratuitement. Non, au rabais. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Non mais, Laurent. Donc y aller toujours, y aller sans mentir et y aller le plus à fond possible. Et puis il y a le métier d'écrivain qui fait que si franchement je dis ce que je pense, tel que je le pense, j'aurai 2 lecteurs, moi et Sarah, ou Sarah et moi. Donc il faut que je prenne des grands, que je présente. Ouais, il y a Laurent, il est sympa. Laurent, il est sympa, de temps en temps, il lit mes mots aussi. Non, mais tel que je les pense, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait un travail romanesque. Donc, je vous ai fait une grâce absolument extraordinaire. Je ne suis jamais devenu un homme politique. Je n'ai rien à vendre. Si, pardon. Des livres. Les livres de Roland, les livres de Norman, les livres de Brian, les livres de Laurent. Les miens, éventuellement, si vous pouvez... parce que ça m'aide des fois à bouffer. Hein. On s'en rend pas compte, mais quand on vit que de ça pendant 25 ans, il y a un moment donné, ça aide. Non. J'écris parce que je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler parce que j'avais malheureusement un père qui était un orateur exceptionnel et un dialecticien. Je ne sais même pas si ça existe, le mot, tiens. Quelqu'un a un dictionnaire sous la main, là? Voilà. Et à chaque fois que je disais un truc, il était capable de me reprendre sur tout et de me refaire voir tous les mots, etc., 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 etc. Oralement, je ne sais pas faire. Par écrit, s'il y a quelqu'un qui a envie de jouer le malin, là, il vient. Et à chaque fois que quelqu'un commence à dire « Alors, Heyerdahl, c'est le grand écrivain de SF. Heyerdahl, c'est un écrivain de thriller. » En fait, tu es un écrivain de quoi? Je suis un écrivain. Je suis un écrivain. Je suis romancier. J'ai écrit quelques essais, j'ai travaillé pour quelques journaux, etc. Mais ça, c'est totalement anecdotique et je l'ai fait en tant qu'être humain politique, comment ils disent les ricains, je ne sais plus, voilà, Manoub. Voilà. Mais non, moi je suis un romancier. Je suis un romancier dans tous les genres. Je suis invité ici depuis des années, et alors que ça fait 13 ans que je n'ai pas écrit un bouquin de science-fiction. Et pas du tout. Tout ce qui a été publié depuis 13 ans, c'est du polar, du thriller ou du hors-genre. Mais pas l'ombre d'un bouquin de science-fiction. Et quand on continue à me dire, et quand on continue à me présenter Heyerdahl, écrivain de science-fiction, non, et pourquoi pas... Non, parce qu'il y a des trucs que je fais beaucoup mieux que la science-fiction. Par exemple, le pot-au-feu. Personne ne peut me battre sur un pot. Heyerdahl, créateur de pot-au-feu. Ça irait bien.
Ah si, si, je peux te dédicacer un pot-au-feu. L'avantage dans le pot-au-feu, quand tu mets suffisamment d'eau à moelle, tu peux dédicacer à moi. Non, je suis... Donc à la maison, c'est généralement lui qui cuisine, comme ça moi je suis tranquille. Et je me fais servir. Ouais, alors vous savez quoi, je me suis fait rouler, parce qu'il y a quand même un truc. Il y a 5 ans, à 5 ans et demi, quand on s'est mis ensemble, on se connaissait déjà depuis très longtemps, mais quand on s'est mis ensemble, Sarah était une cuisinière absolument fabuleuse. Et petit à petit, elle s'est défaussée. Et je vous le fais en espagnol. Et c'est génial, mais un peu chiant parfois. Yes, I understand. Oh, nous saluons Sylvie Lenné. Voilà. Non, j'ai pas envie d'une étiquette. Rainbow Warriors, pour ceux qui l'ont lu ou pour ceux qui l'ont pas lu, c'est un bouquin qui est hors genre. Voilà, c'est peut-être un polar, c'est peut-être de l'espionnage, c'est peut-être un roman de guerre, c'est peut-être un petit peu une utopie, c'est peut-être, etc. Mais c'est peut-être. C'est juste que moi j'avais envie de raconter une histoire, je l'ai fait. Celui sur lequel je suis en train d'écrire, alors là, il a encore plus d'étiquettes potentielles. Ça va être génial pour mettre sur les tags sur Amazon, quoi, je ne te dis pas. L'éditeur, il va devenir fou. Non, il est fou. Un éditeur qui publie est déjà gravement fou. Et, bah oui, ben voilà, c'est comme ça. Et l'utopie, je parle d'une utopie qui est le roman sur lequel je travaille depuis des années grâce à 12 autres cerveaux. On ne va pas la classer en utopie. Hein. Non, parce qu'autant se suicider. Tiens, je fais des poèmes. Et tu en manges? Non, parce que si tu les manges pas toi-même, les poèmes, tu n'es pas nourri. Oui. Mais par contre, à l'écrit, tu as une écriture extrêmement travaillée, extrêmement recherchée, alors que tu ne prépares rien à l'avance. Pas de plan, rien. Tu te mets devant ton ordinateur, tu ouvres Internet pour faire des recherches et tu fais l'orfèvre avec des mots. Ah, ma façon de bosser, oui, ma façon de bosser est un petit peu particulière. J'ai en permanence des... On doit approcher la centaine, voire peut-être un peu plus de personnages qui sont dans la tête, qui sont des gens que j'ai envie de raconter. Et puis, il y a des histoires qui se catapultent, et puis il y a l'actualité. L'actualité fait que... Alors l'actualité, je la précède toujours un petit peu. C'est mon dernier côté SF. J'ai un regard anticipatif sur ce que devient l'humanité. En disant ça debout, j'ai l'impression d'être Colum McCann. Ça me fait vachement plaisir, j'adore Colum. Je regarde toujours et je sens des trucs, je les sens, et du coup j'ai envie de les mettre en scène. Mais je vais piocher dans ma réserve de personnages, et derrière, je vais jouer avec. Mais je pars avec ce que j'ai envie de dire et ce sur quoi j'ai envie de dire et comment ça se termine. Pour le reste, je fais comme Pierre Bordage, je travaille sans filet. C'est pas sans filet, parce que le filet il est dans la tête, le filet il est... et tous les matins, je relis ce que j'ai écrit la veille, voire même je relis ce que j'ai écrit au moins la semaine d'avant, et en général je retouche, etc. C'est pour ça que je mets aussi longtemps à écrire des bouquins, je suis désolé. J'adorerais écrire plus vite, mais il me faut un an pour écrire un bouquin, parce que, grosso modo, tous les matins, je reprends tout ce que j'ai écrit, et je me dis, oh là, ça c'est à modifier, ça... Finalement, si ça tombe, si ça tient debout, c'est juste du boulot. C'est juste du boulot qui est fait au quotidien. Mais je ne structure pas, je n'écris pas de scénario, je n'écris pas de synopsis, je ne prévois pas ce que je vais écrire parce que j'ai une frousse absolue. C'est devenir un rédacteur, de devenir le rédacteur de moi-même. D'être l'espèce de type qui va raconter ce qu'il y a dans la tête d'Ayernal. Non, ça je peux pas. Et en plus, il faudrait que je l'interviewe, et ce mec, il est chiant quand il parle. Regardez, il se lève, il fait n'importe quoi. Et en ce moment, justement, au niveau style et écriture, tu es en plein dans une expérience nouvelle.
différente puisque tu écris un feuilleton. Ah oui, il faut que je vous raconte un jour. Donc avec Sarah, on a des règles de vie. On ne vous parlera pas des règles de vie, mais les règles de vie, c'est très simple. On a décidé que tous les jours à 18h, quoi qu'il arrive, on s'arrêtait de travailler, on montait à l'étage au-dessus. C'est l'avantage des maisons bruxelloises, c'est tout en hauteur. On montait à l'étage au-dessus et on prenait l'apéro et on parlait. On parlait enfin, parce que nos deux bureaux sont extrêmement éloignés, il y a 1,50 m à peu près, sans porte, rien, mais on ne communique pas du tout de la journée. Si éventuellement tu veux un thé ou tu veux un café. Ouais, voilà. Comment on dit déjà ça? J'ai oublié le mot. Oui, moi aussi. Et donc on parle tous les soirs à l'apéro. Oui, on parle tous les soirs et on parle de plein de choses. On parle à la fois de ce qu'on est en train d'écrire, parce que Sarah, parmi ses multiples défauts, au-delà du fait qu'elle est là aujourd'hui dans la situation de médiatrice, je préfère ça à modératrice. Parce que si elle voulait me modérer, elle serait quand même très très mal barrée, elle le sait, et ce que d'autres n'ont pas compris. Mais éventuellement, elle est écrivain, traducteur, elle fait beaucoup de choses artistiques, elle aussi. Et donc, nous parlons tous les soirs de ça. Et on parle, on discute, on fait avancer le schmilblick et on oublie tout. Sauf, j'ai un disque dur externe. Ce disque dur externe est capable de se souvenir de trucs que je dis à 3 grammes d'alcool. Pardon, 4, correction de Laurence. Et le lendemain de me permettre de travailler davantage et de revenir dessus Mais je crois qu'on s'est éloigné de ta question initiale. Oui, vous parlez de l'expérience du feuilleton en fait. Le feuilleton, c'est très simple. J'ai commencé un bouquin absolument extraordinaire. Mais avant de le commencer, j'avais dit à Sarah, tiens, un de ces soirs à 18h justement, on était en train de boire l'apéro, parce qu'en Belgique on boit l'apéro à 18h. Ici je sais on passe pour des poivreaux, en Belgique à 18h. Voilà. Donc on prend l'apéro, on discute et je dis à Sarah, tiens, il y a un truc qu'il faut que j'essaye, c'est de la bitlite, donc je vais faire un roman de bitlite. Vous avez bien entendu, c'est moi. Yal va faire un roman de bitlite. Et je raconte ce que j'ai envie de dire dans mon roman. Et Sarah me regarde affligée en disant, c'est pas un bitlite, de toute façon t'en es incapable. Voilà. Mais en fait, si. Maintenant que j'ai lu l'essentiel du prochain roman à apparaître, je me suis rendu compte que c'était en fait vraiment de la bitlite. Pas de celle dont on a l'habitude, mais il y a vraiment de la bite et de la littérature. Donc c'est de la bitlite. On va spoiler le bouquin, vous avez remarqué qu'on spoil un peu le bouquin, il est rigolo. Il va s'appeler Bastards, il paraît en février au Diable Vauvert et avant ça il sera publié en épisode numérique au Diable Vauvert. Donc en fait, moi au départ j'avais une idée très littéraire de mon bouquin et puis Marion me propose un défi amusant, c'est de travailler un truc en 12 épisodes sur le principe de la série télé américaine, c'est-à-dire tu lis en 45 minutes, donc tu as une intro, juste avant le générique, et puis après tu as une histoire qui se développe, qui se termine, et hop, un cliffhanger. Et j'ai dit ça c'est très rigolo, ça m'a obligé à réécrire le bouquin entièrement, mais ça n'a plus rien à voir, hein. Voilà. C'est un bouquin qui raconte l'histoire d'un auteur, c'est bizarre, je me prends pour Stephen King, donc aujourd'hui je parle d'écrivain, et c'est un auteur qui a reçu le Pulitzer, qu'il a gagné, il est content, mais il n'arrive plus à écrire parce qu'il est complètement coincé, il a peur de faire une merde. Si, je vous jure, quand on reçoit un prix, de temps en temps, on a un peu ces trucs-là que, putain, mais le prochain, ils vont m'attendre au tournant, les mecs, et tout. Et non, les lecteurs, ils n'en ont rien à péter. Il n'y a que les éditeurs, éventuellement, qui peuvent avoir un truc. Donc ça démarre comme ça, voilà. C'est un gentil auteur, il a eu le Pulitzer, il n'arrive plus à écrire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses copains auteurs. Vous ne savez pas, tous ses copains auteurs, c'est les miens. Et donc je mets en scène dans ce putain de bouquin tous mes amis auteurs, américains parce que ça se passe à New York, et américains de New York, donc
vous aurez Norman Spinrad dans les rôles. Il y a Jerome Sharin, il y a, je sais plus, il y en a 50. Paul Auster, Colum McCann, Thierry Horsfeld, Johnny Irving. Si un jour vous ne savez pas où dormir dans Brooklyn, allez chez Paul Auster. C'est simple, il suffit de taper à la porte et de dire je suis français. Ah non mais c'est pas une plaisanterie, je le fais. C'est comme ça que j'ai rencontré le garçon. Non, j'ai rencontré sa femme, il n'était pas là, ce con, il était à Paris en train de donner une conférence. À Sarkozy. À Sarkozy. Mais sa femme est très bien. Cyril est quelqu'un de très bien. Et d'ailleurs, les femmes sont des personnages très 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 importants dans tes bouquins. Ouais, des personnages très très importants dans la vie. Vous n'avez pas remarqué que la moitié de l'humanité est constituée de femmes? Mais les tiennes sont un peu particulières. Ah, elles font pas toujours le ménage. Non, c'est pas vraiment leur genre. Non, ça serait un peu comme des femmes qui travailleraient, tu veux dire. Ouais, qui travailleraient, qui se baladent avec des sabres, qui prennent des décisions, oui, qui font les choses au lieu d'attendre. Un peu comme vous toutes, je veux dire. Voilà, vous attendez pas que le mec vous dise chérie, ce soir je veux manger ça, je rentre à 17h30, il faut que ce soit prêt. Mais j'en ai pas connu des femmes comme ça, moi. Et je vis avec quelqu'un qui est un petit peu l'antithèse de ça, mais je la dénoncerai pas. Sarah, pourquoi m'as-tu pris comme mec? Ah, tu vois? Oui, bah justement, j'étais le dernier. Je le sens disponible à cette période-là. Oui, c'est exactement ça en fait. Et c'est pour ça, bon, c'est par frustration que j'ai jeté mon dévolu sur toi et que je te garde aussi par pitié. Oui, mais aujourd'hui c'est de la charité, oui, et de la pitié. Au départ, c'était juste comme ça pour... Je te dis pas la taille du dévolu, tu vois. Non, allez, vous n'avez pas des questions à poser un peu? Je me sens tout seul. Non, mais moi je voudrais qu'on parle... De quoi? De sexe? Non, pas de sexe quand même. Hein. Bon. Ça se fait pas. In bed with Ayordale, on n'est pas là pour ça non plus. Par contre, on va retourner sur l'engagement. Tu as été appelé l'homme en colère de la SS française. Tu es l'ami des auteurs, celui à qui on demande toujours conseil pour les contrats, pour relire un bouquin, pour pousser un coup de gueule sur un sujet ou un autre, etc. Casser la gueule à une ministre, attaquer une loi, voilà. Etc. Et c'est comme ça que tu as un jour fondé le droit du cerf. Yep. Yep. Mais j'étais pas tout seul. Hein. J'étais pas tout seul, il y a un certain nombre... les fondateurs du droit du cerf, au départ on était une petite vingtaine, il y en a, je pense qu'il y en a 16 présents sur le week-end aux Utopiales. Après ça a un petit peu gonflé, maintenant on est un petit peu plus de 1300, donc ça, voilà. Mais non, j'étais pas tout seul. Par contre j'étais le plus, ouais, je suis celui qui a la plus grande gueule. Parfois j'en dis trop. Je suis désolé, des fois je vous annonce des trucs. Demain le monde va changer. Ben ça, ne me croyez pas. Ce sera après. Et donc, bon, le droit du cerf, au départ, c'était à la fois pour une juste rémunération des auteurs et des contrats d'édition plus justes, plus ouverts. C'était essentiellement revoir toute la relation entre l'auteur et l'éditeur. Puis, ça a été la lutte contre le prêt payant en bibliothèque au nom du droit à la culture gratuite pour tous. Parce qu'on est des cons, on est des auteurs, on croit qu'on devrait être lus. Des années plus tard, à l'initiative de Roland Wagner, il y a eu la lettre du peuple de la science-fiction contre Adopi. Ouais. Une des premières fois où on a parlé de science-fiction et on a cité des noms d'auteurs de science-fiction à l'Assemblée nationale, qui est quand même un haut fait. Et depuis l'année dernière, non, il y a 2 ans, là ça n'arrête pas. Le gouvernement actuel et le précédent ont décidé de faire une loi sur la numérisation des œuvres indisponibles du XXe siècle. Et depuis, ben, c'est la guerre. Non?
Oui, c'est la guerre et c'est une guerre qui coûte très cher. Bon, c'est pas un hasard, on s'est pris 2 contrôles fiscaux ces derniers temps avec Sarah, qui est prêt. Je signale au passage que Sarah est co-présidente du syndicat des écrivains de langue française. Moi, c'est un petit peu le droit du cerf, et curieusement, on s'est pris 2 contrôles fiscaux en l'espace d'un mois, à partir du moment où on a attaqué Aurélie Filippetti, non pas son prédécesseur, puisque c'est lui qui avait pondu la loi, mais elle l'a juste sanctifié. Donc on s'est pris quelques emmerdes, et on continue à se prendre des emmerdes, et on en prendra tout le temps. Ça, c'est pas grave, c'est juste rigolo. Donc maintenant, je vais pas vous expliquer ce que c'est que relire, je vais pas vous expliquer ce que c'est que la loi sur les indisponibles, je vous engage simplement à faire des recherches sur Internet et à aller essayer de comprendre comment les auteurs vont pouvoir survivre à ça. Parce que ce qu'on nous demande, c'est de ne plus jamais être des professionnels. Jamais. On sera des écrivains du dimanche, comme il y a des peintres du dimanche. C'est ce qu'on attend de nous, et tous les textes qui sont posés en ce moment vont dans ce sens. À l'échelle française, c'est déjà un petit peu catastrophique. À l'échelle européenne, ça prend des dimensions colossales. Donc ça, j'en ai même pas encore parlé sur le droit du cerf, j'ai pas le temps de m'occuper de tout, malheureusement. Et voilà, là vous avez un écrivain du dimanche, là vous avez un écrivain du dimanche, là vous avez un écrivain du dimanche. En fait, tous les gens que vous connaissez ici qui sont écrivains, c'est les écrivains du dimanche. C'est ce qu'on leur demande. On leur demande, écoutez, il faudrait quand même que vous ayez un vrai travail. Ayez un vrai métier à côté, hein, s'il vous plaît. Voilà. Eric Emmanuel Schmitt n'est pas tout à fait d'accord, je ne sais pas pourquoi. Voilà, juste un truc, mais il a un autre métier à côté, lui il est actionnaire. Donc il est un écrivain de dimanche. Bon, voilà. Et à part attaquer le ministère de la Culture et le Premier ministre et la loi en justice devant le Conseil d'État, c'est quoi tes nouveaux projets? En fait, vous voyez, moi j'arrête pas de poser des questions à Yann, et en fait je connais toutes les réponses, donc c'est pour vous que je les pose. Hein. Alors les projets? Les projets. Donc on va essayer de virer Aurélie Filippetti de ce putain de gouvernement de merde. En fait, on aimerait virer tout le gouvernement, mais malheureusement, on est obligé dans notre domaine particulier de se limiter à Aurélie Filippetti. Donc, au passage, on va virer aussi Flore Pellerin de préférence, qui sait à peu près faire la différence entre un fichier PDF. Non, là j'ai faux, là, hein, Emmanuel, on est d'accord? Elle est même pas foutue. Attends, ils ont présenté au président de la République les avantages du numérique. Les avantages du numérique sur des liseuses avec un fichier PDF. Vous ne savez pas forcément ce que ça représente. C'est à peu près comme si, pour vous présenter un bouquin exceptionnel, on vous présentait le fichier non corrigé, non lu, d'un auteur sur des feuilles 21, 29. Vous voyez là, le machin qu'il a imprimé. Écrite à la main. Bon, pas à la main, mais c'est du carbone, quoi. Voilà. Non, il y a d'autres projets extrêmement intéressants. Donc aujourd'hui, il y a un projet extrêmement intéressant qui fait partie de ma vie, c'est-à-dire Gagner le Sud, avec Sarah, aller vivre un petit peu au soleil, parce qu'on vit dans une ville magnifique qui s'appelle Bruxelles, où les gens sont totalement merveilleux, où au niveau artistique et culturel, il se passe beaucoup plus de choses que partout dans le monde. Alors, on va mettre à peu près Barcelone à la même hauteur, Berlin éventuellement, quoique Berlin est en train de virer un petit peu à la con, et éventuellement New York, mais on vit dans une ville mais qui est géniale et où les gens sont fabuleux. Et en plus, alors, ce qui est terrible, c'est que la plupart des gens ne sont ni xénophobes ni homophobes. Ouais, t'imagines ça dans une ville? Pardon. Voilà. Mais on va être obligé de quitter ça parce que j'ai besoin de soleil, moi. Voilà, a besoin de soleil. On parle de projet, hein, voilà. Et j'ai besoin de soleil, aussi, pas que pour survivre, mais j'ai besoin de soleil parce que, curieusement, quand je suis au soleil, je crée beaucoup plus vite et beaucoup mieux. Mon cerveau fonctionne vachement bien pour écrire des bouquins. Et j'ai plein de bouquins rigolos à écrire. J'ai une putain d'utopie. J'espère que vous la prendrez pour une utopie. Parce qu'au départ, je vais la vendre comme un thriller. Ouais.
si j'écris l'utopie, le bouquin il va faire 200 exemplaires. Voilà. Par contre, si j'écris thriller, il fera 20 000, allez, dans le pire des cas, quoi. Et voilà. Mais ça sera une véritable utopie. Vous savez un truc, vous avez tous rêvé que le monde change. Moi, ça fait 3 ans maintenant que je travaille avec des gens qui m'ont expliqué comment c'était possible et qui, chacun dans leur domaine spécifique, l'économie, la sociologie, la justice, beaucoup de choses, m'ont donné tout un tas d'éléments. Et puis derrière, j'ai repris l'un des plus beaux bouquins, peut-être qu'il faudrait que vous lisiez tous. Ça s'appelle Les saisons d'hiver. Les saisons de la nuit. Les saisons... Non, on confond 2 titres. Alors je ne sais pas à quoi tu parles. Je parle d'un auteur qui s'appelle Comandante Marcos. Ah, les saisons de la digne orage. Les saisons de la digne orage. Si un jour ça vous tombe dans les mains, lisez ça. C'est juste la démonstration que ce qu'on croit totalement impossible en Europe, aux États-Unis, ça fonctionne. Voilà. Et est-ce que dans tes prochains bouquins, etc., tu vas continuer à parler de ce thème particulier qui te tient tant à cœur, c'est-à-dire la décolonisation, l'ingérence Oui, mais beaucoup plus violemment. Mais, parce que tu l'as déjà fait dans la plupart, enfin il y a très peu de tes bouquins qui ne traitent pas de ce sujet-là. Mais je l'ai toujours fait gentiment en fait. Et là j'ai... Dans Rainbow Warriors un peu moins. Dans Rainbow Warriors un petit peu moins. Non, là j'ai vraiment envie de... Je pense que je vieillis en fait. Et en général quand on vieillit on se fatigue et puis on s'arrête et puis on renonce. Chez moi c'est un petit peu le contraire. Putain, il y a un voisin qui fait chier. J'ai pas lui demander gentiment d'arrêter de faire chier. Je prends le sabre, je lui coupe la tête, et après je lui dis on discute. Et là, curieusement, pour la première fois, il parle. J'espère que vous ne croyez pas ce que je dis. Je dis putain, oui, mais non, mais Laurent, je t'avais dit non, mais non, mais maintenant on va être... Et à part l'utopie, t'as d'autres projets? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont lu des Sibiones? Eh bien, continuez. Il va y en avoir un nouveau. Il y a un nouveau Sibione et je vais en faire un par an. Ah ouais, j'ai décidé de rigoler un petit peu parce que tout ce que je fais est très sérieux, tout ce que je fais est très... Je croyais que le premier avait été fait pour emmerder l'éditeur. Totalement. C'était la règle des 3 S. La règle des 3 S, du sang, du sperme et de la sueur. Pour faire un polar SF anarchiste. Non, le problème, c'est pas que peu la littérature, c'est pourquoi les États ont-ils intérêt à faire disparaître la littérature? Pourquoi on le fait en France? Aujourd'hui, on s'arrange pour que plus personne ne lise. Et s'il lit quelque chose, c'est l'équipe enfin, voilà. La littérature, elle a un gros défaut, elle fait réfléchir et ça va bien au-delà des mots qui sont dits, ça va au-delà de on est dans la compréhension de tous les systèmes, et les systèmes, les structures, etc. Et donc aujourd'hui, on est en train de flinguer la littérature volontairement, et Aurélie Filippetti, connasse, si tu m'entends, qui joue à donf là-dessus, putain voilà, il faut vendre de la bitlique, il faut vendre mais surtout pas des bouquins où on puisse éventuellement, je sais pas, vous avez lu McCormack, vous avez lu, on a lu des milliers de bouquins, on est tous ici, grosso modo, moyenne d'âge, allez je vous le fais, là on a 44 ans et demi de moyenne d'âge, ok, moi je suis un petit peu plus vieux, mais on a une culture littéraire qui a formé notre culture politique, qui nous a permis de comprendre et d'analyser, surtout d'analyser. Quand on nous dit quelque chose, on sait le lire. S'il y a un mot qui est de traviole, s'il y a une phrase qui est tournée un petit peu à la con, on sait le faire. Donc ça, on est en train de le supprimer. Et ça, on ne peut pas le sauver. On va essayer désespérément. On va essayer désespérément. On va continuer à écrire des livres. On va continuer à faire le mieux. Mais très honnêtement, il y a 10 ans, je vendais à 100 000 exemplaires. Aujourd'hui, je vends à 3 500. Voilà. Et c'est pas que... ouais,
c'est pas que mes bouquins sont devenus plus mauvais. Ben si, j'espère. Ben, j'aimerais bien que ça soit ça, tu vois. J'aimerais être rassuré sur le fait que c'est juste parce que mes bouquins sont devenus plus mauvais. Non, c'est juste parce qu'il n'y a plus personne qui lit et qu'on veut plus que personne lise. L'enseignement, pourquoi Aurélie Aurel Flippette est le plus grand ennemi des auteurs, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on donne à penser. Elle ne veut pas qu'on participe de la culture nationale. Parce que la culture nationale, c'est le fromage, le foie gras et le foot. J'avais oublié cet aspect-là, donc les 3 F. Les F, voilà. Et très honnêtement, il est beaucoup plus facile de regarder un jeu vidéo ou de lire un film. Moi, je lis les films en code, hein, parce que franchement, en image, je peux pas, c'est tellement mauvais, c'est pas possible. Mais en code, c'est super génial. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. On est sur cette intelligence-là. La littérature, on vit, j'espère que non. Et j'espère qu'il y aura un rebondissement comme il y a eu au 19e siècle, pardon, au 20e siècle. Waouh! Il y a eu toute une période où on a fait à peu près le même type de travail. Je ne veux pas atteindre le point Godwin, mais vous savez à peu près de quoi je parle. Voilà. Et ça a amené à des choses absolument catastrophiques, et derrière, il y a eu un redémarrage. J'espère qu'on va arriver à un redémarrage. J'aimerais bien qu'on évite la période catastrophique avant, mais j'y crois pas. Des questions? Mon micro n'est pas assez long, mais je vous entends pas. Je disais que j'espère simplement qu'après l'acharnement à interdire va produire l'effet inverse et que les gens se diront ah bon c'est interdit, allons voir ce qu'on nous interdit. Bon, parmi les choses qui font que j'écris l'utopie, il y a toute la relation que j'ai pu avoir avec les 96 000 collectifs français qui essayent de se sortir un petit peu des systèmes imposés. Alors ça concerne parfois des choses aussi bêtes que Monsanto contre, etc. Et puis parfois des choses un petit peu plus compliquées, c'est le partage du travail. Et bah écoute, je vois pas pourquoi je paierais une TVA sur le fait que je te rende un service. Voilà. Voilà. Mais il y a 96 000 collectifs en France. C'est énorme. Ça représente au total un petit peu plus de 3,5 millions de personnes. Donc il n'y a pas que des gens qui s'arrêtent à un certain nombre de choses. Le X, c'est que le jour où ils regardent TF1, ils sont non, mais je suis un vache, je suis obligé de dire ça. Il y a un truc qui casse la littérature, qui casse toute la réflexion culturelle, artistique, enfin, pardon, tout ce qui découle de la réflexion culturelle et artistique, c'est ces médias extrêmement pratiques qui sont des masses médias. Et on découvre ça en France, mais parce qu'on est trop con, on aurait dû s'en rendre compte déjà depuis très longtemps. Les Américains, ça fait longtemps qu'ils le savent. Malgré ça, de temps en temps, t'as des mecs qui arrivent et qui disent « Ouais, on va faire le mass média à l'envers. » HBO, par exemple. Vous connaissez HBO? Hein? Producteurs, ils sont producteurs. Le truc qui marche en plus. Putain, ça rapporte du pognon. Mais alors, bonjour, ce qu'ils disent, waouh, c'est pas du tout la même chose que les autres. Il y a 2 journaux américains que j'aime beaucoup, qui sont américains. Il y a le New York Times et le Washington Post qui continuent à faire du travail d'enquête. Alors aujourd'hui ils sont un petit peu noyautés, mais ils continuent à faire du travail d'enquête. Mais même quand ils sortent un truc qui concerne la France, c'est pas traduit en français. Mais quand j'ai envie d'avoir une bonne information sur la France, qu'est-ce que je fais? Je vais sur la télé suisse ou la télé belge. Youpi! Quand j'ai envie d'avoir un bon truc sur la Belgique, je vais sur la télé française. Non. Je vais sur la télé suisse. Encore une fois, la TVSR reste à peu près en termes d'information francophone la seule qui tient la route et qui ne se prive pas de. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une question ou l'autre à poser? Alors surtout l'autre. Moi je voulais poser une question à Sarah.
Ça fait 15 ans que tu me connais, un peu plus maintenant. 17 ans que tu me connais. Il y a un moment, tu t'es mis avec moi. Et il y a un moment où le milieu a été un peu dur avec toi. Tu as appelé Madame Heyerdahl. Comment tu as vécu ça? Ah ben ça n'a pas été facile du tout. Me retrouver dans cette position-là, face à des gens qui me connaissaient, eux aussi, depuis 17 ans. Et qui m'avaient vu faire plein de choses, publier plein d'articles, des nouvelles, organiser des festivals, etc. etc. Et soudain, j'étais plus personne. Du tout. Du tout. Alors j'ai dû mettre les bouchées doubles et faire encore plus de choses pour que petit à petit on se rende compte que je n'étais pas juste la brave petite femme de Monsieur Yang. Mais en plus, elle a du carrefour, hein. Il y a des fois, le père ne crie pas. Hein. Vous imaginez ça, vous? Bah, voilà, ça est arrivé à l'heure de fin. Ah oui, j'ai faim, ouais. Alors je vous remercie tous d'être venus vous avez nous pas une écouter. question à poser, putain, un truc ridicule, s'il vous plaît, soyez aussi con que nous, quoi. Ouais. Question ridicule. Ouais. Ouais. Pourquoi? Ah ouais, non. Non, parce que non. Toi, au début, oui, mais non. Après, il y a eu un truc. Une question aussi, je ne peux pas lancer le micro alors. Une question très très... Non, c'est juste pour savoir. Vous êtes comme ça dans la vie ou c'est juste une chose? Il est comme ça dans la vie, Voilà, merci. tous les jours. Une question très La égoïste. pauvre. Vous parlez fort. Soyez coupable. Une question très égoïste, puisque vous avez peut-être un peu d'influence, est-ce que vous pourriez faire un effort pour qu'ils invitent John Farley, justement, un jour? Alors, Il n'est pas mort encore. Il est pas, non, il n'est pas mort, j'ai vérifié. Hein. Il n'est pas mort. Ah, on aimerait vraiment bien, mais on n'a pas cette influence-là. Donc content de faire un effort. Donc j'ai commencé à échanger des courriers avec John Farley à l'époque, le mail n'existait pas, tu vois, il y a très longtemps. Et puis un jour sa femme est morte. Et sa vie a été un petit peu bouleversée, il a du mal à reprendre pied, il a réécrit des bouquins depuis qui sont excellents. Mais John, il est américano-américain. Le problème, c'est que si tu lui demandes de passer de... il irait même pas à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Il a peur. Tu sais, la peur du voyage, il a peur de l'avion. On a un copain comme ça qui s'appelle Michel Pagel, qui est l'un des plus grands auteurs français, et l'un des plus grands traducteurs aussi. Il a peur de l'avion. Quand tu lui demandes de traverser l'Atlantique... Eh ben voilà. Voilà. Donc, mais par contre, aller en bagnole aux États-Unis, c'est pas facile. Et il a tellement peur de l'avion que la seule fois où il a pris un médicament pour ne pas avoir peur, un quart d'heure après que le médicament ait fait effet, il s'est tourné vers sa compagne et lui a dit d'un ton angoissé: c'est pas normal, je devrais avoir peur. Donc, par contre, ça fait partie de mes combats. Je pense qu'on en avait déjà parlé avec Hugo l'année dernière, Bella Gamba, donc, qui est l'un des 2 maîtres l'un des 3 maîtres du festival. J'aimerais bien que Varley vienne. Il y en a d'autres, hein. Il y a des gens, Michael Chabon, je ne sais pas si vous avez lu Michael Chabon, qui apparemment c'est pas un auteur de SF. Hein. En France, on croit que c'est pas un auteur de SF. Mais malheureusement, tout ce qu'il écrit, c'est de la SF. Voilà, il a juste eu le Pulitzer pour un prix pour un bouquin de SF, etc. C'est un mec exceptionnel. Le faire venir, alors c'est pas si compliqué que ça, mais les lecteurs de SF ne connaissent pas Michael Chabon. Comment on va faire? Je vais en donner un autre exemple. Là, je vois Xavier. Oh putain, Xavier et Olivier. Eh oh, les petites poules. Honda, comment dire? Il y a des Suisses dans la salle? Non, j'ai eu peur d'avoir raté mon accent. Je crois que nous avons dépassé le temps qui nous était imparti et que certaines personnes aimeraient bien prendre notre place, que je vois s'approcher. Donc... Non, mais ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont donc, beaux. Je vais lui prendre le micro et je vais l'emmener. Merci à tous.